Voyons si tu souris maintenant, Blake. La première fois que j'ai soupçonné ma femme de me tromper, elle riait devant son téléphone, penchée au-dessus de l'assiette de petit déjeuner de notre fille. Et ce n'était pas drôle. Pas le faux rire digne d'Instagram qu'elle avait perfectionné pour ses amis des réseaux sociaux, mais quelque chose de vrai. Quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Cela aurait dû être le premier indice que ma vie de banlieue parfaitement imparfaite était sur le point d'imploser. Je m'appelle Jacques, et si vous vous attendez à une histoire larmoyante sur la façon dont je n'ai rien vu venir, vous lisez les mémoires du mauvais homme. Je dirige une entreprise de logistique qui transporte du fret à travers 3 États. Je remarque les schémas. Je remarque quand des cargaisons disparaissent, quand des chauffeurs se déclarent malades trop souvent, quand les chiffres ne correspondent pas. Ce que je ne remarque apparemment pas, c'est quand ma propre famille décide de prendre le large derrière mon dos. Mais je m'avance. Laissez-moi commencer par ce mardi matin de mars, quand tout semblait encore normal de l'extérieur. Imaginez la scène. Moi, 41 ans, assis à l'îlot de ma cuisine avec une tasse de café qui a refroidi, regardant ma femme Sarah faire sauter des crêpes tout en textant quelqu'un qui est apparemment plus drôle que son mari de 19 ans. Notre fille Emma, 18 ans et qui partait à l'université d'État à l'automne, faisait défiler son propre téléphone, reconnaissant à peine la nourriture que sa mère lui glissait dans son assiette. « Qui te divertit tant si tôt le matin ?» demandai-je à Sarah, en essayant de paraître désinvolte. Elle leva les yeux, et juste un instant, je saisis quelque chose dans son regard. Culpabilité, excitation. Difficile de faire la différence parfois. Juste Janet, dit-elle, nommant sa partenaire de tennis. Elle a encore des histoires avec le club. Emma renifla. Maman, les histoires de Janet, c'est comme regarder la peinture séchée comparée à la vraie vie. Qu'est-ce que tu connaîtrais de la vraie vie, rétorqua Sarah, mais elle souriait. Elles avaient développé cette dynamique étrange dernièrement, comme si elles partageaient une blague entre initiés dont je ne faisais pas partie. Je devrais mentionner que notre maison est située à Millbrook Estate. L'un de ces lotissements qui promettait une vie de luxe mais qui livrait des MC mentions, standardisés avec des équipements de série. Le genre d'endroit où toutes les pelouses se ressemblent et où tous les problèmes se cachent derrière le même revêtement beige. Sarah adorait ça ici. Elle disait que ça lui donnait l'impression de réussir. J'ai toujours pensé que ça nous donnait l'air de trop en faire. La cuisine donnait sur notre grande pièce à vivre, qui s'ouvrait sur notre salle à manger, que personne n'utilisait jamais, sauf quand la mère de Sarah venait et insistait pour que nous mangions comme des gens civilisés. Tout le rez-de-chaussée était conçu de manière à ce que l'on puisse tout voir de partout, ce qui, je suppose, était censé donner l'impression que la famille était connectée. Au lieu de cela, cela signifiait simplement qu'il n'y avait nulle part où se cacher quand la tension devenait si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. « Papa, je peux emprunter la voiture ce soir ?» demanda Emma, levant enfin les yeux de son téléphone. « Où vas-tu » ? Lexi reçoit du monde, genre pour un groupe d'études. Je connaissais Lexi. Je connaissais aussi sa réputation. Un groupe d'études avec Lexi signifiait généralement que les parents de quelqu'un étaient absents et que le grand frère de quelqu'un d'autre avait des contacts. Soir d'école, dis-je. Papa, s'il te plaît. J'ai 18 ans et je vis toujours sous ton toit. Sarah fit glisser une autre crêpe dans l'assiette d'Emma. Jacques, elle est pratiquement diplômée. Laisse-la s'amuser. C'était nouveau aussi. Sarah prenant le parti d'Emma dans ses petites batailles. D'habitude, elle me soutenait, du moins en public. Nous réglerions le vrai désaccord plus tard dans notre chambre, lors de ces disputes chuchotées qui étaient devenues notre principale forme de communication. D'accord, dis-je, mais couvre-feu à minuit. Emma leva les yeux au ciel. Minuit, papa. Sérieusement ? Minuit où la voiture reste au garage ? Elle regarda sa mère et Sarah lui fit un de ces hochements d'épaules subtils qui disaient « Choisis tes batailles ». Emma retourna à son téléphone, tapant furieusement. « J'ai cette réunion client ce matin », dis-je à Sarah. « Je risque d'être en retard. » « Quel client ? » Morrison Industries. Ils envisagent de changer de transporteur. Sarah hocha la tête, mais je pouvais dire qu'elle n'écoutait pas vraiment. Son téléphone vibra de nouveau, et ce sourire reparut sur son visage. Morrison Industries était une grosse affaire, le genre de compte qui pourrait me permettre d'étendre l'entreprise, peut-être d'embaucher un ou 2 chauffeurs supplémentaires. Je les courtisais depuis des mois, et aujourd'hui était censé être le jour où ils prendraient leur décision. Mais assis là,
à regarder ma femme sourire à son téléphone comme une adolescente éprise, Morrison me semblait la chose la moins importante de mon monde. Après qu'Emma soit partie à l'école et que Sarah ait disparu à l'étage pour se préparer à ce que les femmes au foyer font toute la journée, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 19 ans de mariage. J'ai regardé son téléphone. Elle l'avait laissé sur le comptoir, écran vers le bas. Je me suis dit que je vérifiais juste l'heure. Mais quand je l'ai retourné et que j'ai vu l'aperçu de la notification, mon café s'est transformé en acide dans mon estomac. Hâte de te voir plus tard. Même endroit, même heure. Le nom du contact était juste Monsieur. Je suis resté là pendant environ 30 secondes, le téléphone à la main, essayant de trouver une explication innocente. Une amie nommée Monica, peut-être, ou Michel, ou peut-être M pour maman, bien que la mère de Sarah ne soit pas vraiment du genre à envoyer des émojis bisous. J'entendis les pas de Sarah à l'étage et reposai le téléphone, écran vers le bas, exactement comme je l'avais trouvé, quand elle entra dans la cuisine 5 minutes plus tard, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un débardeur qui mettait en valeur l'abonnement à la salle de sport que je payais. Je lisais la section des sports comme si rien ne s'était passé. Je rejoins Janet pour un café après le yoga, dit-elle en attrapant son téléphone et ses clés. Dis-lui bonjour de ma part. Elle s'arrêta à la porte. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Je pensais juste à Morrison. Elle m'embrassa la joue et je sentis une bouffée du parfum qu'elle ne portait que pour les occasions spéciales. Après son départ, je suis resté assis dans la maison silencieuse et j'ai essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque. 19 ans de mariage ne se terminent pas à cause d'un SMS de quelqu'un nommé Monsieur. Les gens ont des amis. Les gens utilisent des émojis. Les gens ont le droit d'avoir des vies qui ne tournent pas autour de leur conjoint. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé dans mon monde. Comme quand on roule sur l'autoroute et qu'on sent que le camion commence à tirer d'un côté, et qu'on sait qu'il y a un problème avec le pneu, mais qu'on ne le voit pas encore. Je suis allé travailler, j'ai eu ma réunion avec Morrison, j'ai décroché le contrat. Cela aurait dû être le meilleur jour que j'ai eu depuis des mois. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi en pensant à ce SMS, me demandant qui était M et pourquoi Sarah avait besoin de les voir au même endroit, à la même heure. Emma était dans sa chambre quand je suis rentré, la musique jouant assez fort pour que je sente la basse à travers le plancher. Sarah était dans la cuisine, préparant le dîner, fredonnant. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle. « Bien. J'ai eu le contrat. »« C'est super, chérie. » Elle m'embrassa de nouveau. Au même endroit sur ma joue. « Je suis fier de toi. » Mais elle ne demanda pas de détails. Ne voulut pas célébrer. Elle retourna juste à remuer ce qu'il y avait dans la casserole sur le feu. Nous avons dîné en famille. Nous avons eu une petite conversation sur les projets universitaires d'Emma, la ligue de tennis de Sarah et mon nouveau client. Des choses normales. Le genre de conversation que nous avions eu 1000 fois auparavant. Mais sous tout cela, je n'arrêtais pas de penser à ce SMS. Je continuais à observer le visage de Sarah à la recherche de signes de culpabilité ou d'excitation ou de quoi que ce soit qui pourrait la trahir. Après le dîner, Emma disparut de nouveau à l'étage et Sarah s'installa sur le canapé avec un verre de vin et son ordinateur portable. « Sur quoi travailles-tu » demandai-je. « Rien d'important, juste des choses sur Facebook. » Je m'assis à côté d'elle, assez près pour voir l'écran. Elle faisait défiler des photos de vie parfaite d'autres personnes, tapotant 2 fois sur les cœurs et tapant des commentaires sur la beauté de chacun. « Sarah, dis-je, et quelque chose dans mon ton la fit lever les yeux. Oui, nous allons bien, n'est-ce pas? Toi et moi. Elle pencha la tête, étudiant mon visage. Bien sûr, nous allons bien. Pourquoi demandes-tu ça? Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que nous sommes dans une routine dernièrement. Elle posa son vin et se tourna pour me faire face complètement. Jacques, le mariage est censé être confortable après 19 ans. Ce n'est pas une mauvaise chose. Confortable ou ennuyeux? Confortable, dit-elle fermement. Nous ne sommes plus des enfants. Nous n'avons pas besoin de drame et d'excitation tous les jours. Mais alors qu'elle disait cela, son téléphone vibra sur la table basse. Elle y jeta un coup d'œil et je revis ce sourire juste une seconde, mais il était là. Qui t'envoie autant de SMS à? Aujourd'hui? Juste les filles. Janet a toujours des problèmes avec le pro de tennis. Elle prit son téléphone, tapa une réponse rapide, puis le reposa. Mais elle le tint de nouveau écran vers le bas. Cette nuit-là,
après que Sarah se soit endormie, je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, essayant de me souvenir quand les choses avaient commencé à être différentes. Quand avait-elle commencé à sourire à son téléphone? Quand Emma avait-elle commencé à prendre le parti de sa mère dans chaque dispute? Quand avais-je commencé à me sentir étranger dans ma propre maison? J'ai dû m'assoupir car la chose suivante que je sus, il était 3 heures du matin et la douche d'Emma coulait. J'entendais l'eau à travers les murs fins de notre palais de série, ce qui était étrange parce qu'Emma n'était pas du genre à prendre une douche au milieu de la nuit. Je me suis glissé hors du lit, faisant attention de ne pas réveiller Sarah, et j'ai avancé furtivement dans le couloir. La porte de la chambre d'Emma était ouverte, et je pouvais voir son téléphone sur son lit défait, l'écran brillant de notifications. Je n'aurais pas dû regarder, je le sais, mais je suis un homme de la logistique, et quelque chose dans toute cette situation ne collait pas. Alors, j'ai pris le téléphone. L'écran était déverrouillé, ouvert sur une conversation par SMS avec quelqu'un nommé Monsieur. Mes mains ont commencé à trembler tandis que je faisais défiler les messages. Ta mère te dit bonjour, même endroit demain. J'ai hâte de te revoir. Tu étais incroyable ce soir. Ne laisse pas ton père te surprendre encore en douce. Lol. J'ai lâché le téléphone comme s'il brûlait. La douche coulait toujours. Emma allait sortir d'une minute à l'autre. J'ai repris le téléphone, les mains toujours tremblantes, et j'ai fait défiler vers le haut pour voir plus de la conversation. Merci pour le dîner de ce soir. Ta mère a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur elle. Tu es tellement plus mature que les filles de mon âge. Ton père ne mérite ni l'une ni l'autre. La porte de la salle de bain s'ouvrit et je remis rapidement le téléphone là où je l'avais trouvé et me glissai de nouveau dans ma chambre. Sarah dormait toujours, respirant calmement, une main glissée sous son oreiller. Je suis resté là jusqu'à l'aube, fixant le plafond, essayant de digérer ce que j'avais vu. Ma fille de 18 ans textait avec quelqu'un nommé Monsieur, quelqu'un qui l'avait emmené dîner. Quelqu'un qui lui avait dit qu'elle était incroyable. Quelqu'un qui savait qu'elle s'était faufilée dehors. Et ce monsieur me connaissait aussi Sarah. Assez bien pour qu'Emma puisse dire, ta mère te dit bonjour. Les pièces commençaient à s'assembler d'une manière qui me rendait malade. Les SMS mystérieux de Sarah de quelqu'un nommé Monsieur, la nouvelle alliance d'Emma avec sa mère. Les sourires partagés et les blagues entre initiés dont je ne faisais pas partie. Voyait-elle le même homme? J'ai dû avoir une sale tête le lendemain matin car Sarah m'a demandé si je couvais quelque chose. Juste fatigué, dis-je. Emma descendit, l'air frais et réveillé malgré sa douche de 3 heures du matin. Elle prit une barre de céréales et se dirigea vers la porte. Où vas-tu si tôt? Demandai-je. Groupe d'études avant l'école avec Lexi et d'autres personnes. Elle était sortie avant que je puisse poser d'autres questions. Sarah se versa du café et vérifia son téléphone. Ce sourire de nouveau. Sarah, dis-je, qui est M? Elle leva les yeux brusquement. Quoi? Tu n'arrêtes pas de recevoir des SMS de quelqu'un nommé Monsieur, je me demandais juste qui c'était. Elle posa son téléphone et croisa les bras. Tu regardes mon téléphone maintenant? Non, j'ai juste remarqué les notifications. C'est le deuxième prénom de Janet, Margaret. Certaines d'entre nous apparaissent quand même dans les téléphones des autres. Cela semblait raisonnable. Cela avait du sens. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, la façon dont elle ne me regardait pas dans les yeux, me dit que ce n'était pas toute la vérité. D'accord, dis-je, mais ce n'était pas d'accord. Rien n'allait. Je suis allé travailler, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à ces SMS, à la douche de minuit d'Emma, au nouveau parfum de Sarah et à son alliance soudaine avec notre fille. Vers l'heure du déjeuner, j'ai appelé Joey, mon chauffeur principal. Joey était avec moi depuis 8 ans, depuis que j'avais lancé l'entreprise. Il était loyal, intelligent et avait un talent pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Patron, tu as l'air mal, dit-il quand il a répondu. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Dis-moi quoi. J'ai besoin que tu suives quelqu'un. Il y eut un silence. Suivre quelqu'un? Comme un truc d'espionnage? Juste voir où ils vont? Un autre silence. C'est à propos de Sarah. Joey connaissait ma famille. Il était venu à des barbecues chez nous. Il connaissait Emma depuis ses 10 ans. Il était aussi divorcé. Il avait vécu sa propre situation de femme infidèle 5 ans plus tôt. Peut-être. Je dis,
Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Je lui ai donné la description de Sarah et son numéro de plaque d'immatriculation. Je lui ai dit qu'elle quittait habituellement la maison vers 10 heures pour le yoga. Revenez vers midi. Vois juste où elle va réellement, dis-je. C'est compris, patron. À 14 heures, Joey rappela. Elle n'est pas allée au yoga, dit-il. Mon estomac se serra. Où est-elle allée? Un café sur la 5e rue. Elle y a rencontré un homme. Grand, beau, conduit une BMW. Combien de temps sont-ils restés là? Environ 1 heure. Beaucoup de contacts, patron. Main sur son bras, se penchant près. Ça n'avait pas l'air d'être juste des amis. J'ai raccroché et me suis assis dans mon bureau, fixant le mur. Donc Sarah me trompait. Après 19 ans de mariage, elle me trompait avec un type qui conduisait une BMW et la rencontrait dans des cafés au lieu de son cours de yoga. Mais cela n'expliquait toujours pas les SMS d'Emma. À moins qu'elles ne soient toutes les deux impliquées avec le même homme. Cette pensée me rendit physiquement malade. J'ai couru à la salle de bain et j'ai vomi le sandwich que j'avais mangé à midi. Quand je suis rentré ce soir-là, Sarah et Emma préparaient le dîner ensemble, riant de quelque chose sur le téléphone d'Emma. Elles levèrent les yeux quand j'entrai, et juste une seconde, je vis la culpabilité traverser leurs deux visages. « Eh, chérie, dit Sarah. Comment s'est passé le travail? Bien. Je pris une bière dans le frigo et m'appuyai contre le comptoir, les regardant. Elles continuaient de se regarder, comme si elles partageaient un secret. Papa, je peux de nouveau emprunter la voiture ce soir, demanda Emma. Où vas-tu? Juste traîner avec des amis. Quels amis? Elle hésita. Juste des gens de l'école. Des noms. Papa, sérieusement, ce sont juste des gens. Sarah posa sa main sur l'épaule d'Emma. Jacques, elle a 18 ans. Elle n'a pas besoin de te donner un itinéraire complet chaque fois qu'elle quitte la maison. Elle le fait quand elle conduit ma voiture. Le téléphone d'Emma vibra. Elle y jeta un coup d'œil et ce sourire familier se répandit sur son visage. Tant pis, dit-elle. Je vais juste marcher. Marcher où? Papa. Oh mon Dieu. Juste dans le quartier. Mais elle se dirigeait déjà vers l'étage, téléphone à la main, tapant en marchant. Après le dîner, Sarah dit qu'elle allait à son club de lecture. Qu'est-ce que vous lisez? Demandai-je. Elle hésita. Une romance? Non. Tu ne serais pas intéressé. Dis-moi toujours. Ça s'appelle, Le Jardin secret. Ce n'est pas un livre pour enfants, ça? Non, c'est différent. Une version pour adultes. Elle mentait. Je l'ai su à la façon dont elle évitait mon regard en le disant. À quelle heure rentreras-tu? 22 heures ou 23 heures? Ça dépendra du temps qu'on passera à parler. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie. Et je suis resté assis dans ma maison vide, me demandant ce qui était arrivé, bon sang, à ma vie. Vers 21 heures, j'ai décidé d'aller faire un tour en voiture. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais aux grands mots les grands remèdes. J'ai d'abord conduit jusqu'à la maison de l'ex, l'ami d'Emma. Pas de lumières allumées, pas de voiture dans l'allée. Soit ils dormaient tous à 21 heures un jeudi soir, soit Emma n'était pas là. Ensuite, j'ai parcouru le quartier en voiture, cherchant Emma qui se promenait comme elle avait dit qu'elle le ferait. Aucun signe d'elle. Finalement, je me suis rendu au café de la 5e rue où Joey avait vu Sarah plus tôt. C'était fermé, mais il y avait un parking derrière, et sur ce parking, il y avait une BMW. La voiture de Sarah était garée juste à côté. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 22h47, Sarah est sortie par la porte arrière du café, suivie d'un homme grand, en costume coûteux. Il l'a embrassée là, sur le parking, et elle lui a rendu son baiser. Puis Emma est sortie. L'homme a serré Emma dans ses bras, et elle l'a serré en retour. Les trois sont restés là quelques minutes à parler et rire avant que Sarah et Emma ne montent dans la voiture de Sarah et ne partent. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant 20 minutes, essayant de digérer ce que je venais de voir. Ma femme et ma fille, toutes deux impliquées avec le même homme, toutes deux agissant dans mon dos, toutes deux me mentant en face chaque jour. L'homme est monté dans sa BMW et est parti, et je l'ai suivi. Il vivait à Riverside Towers, le complexe d'appartements le plus cher de la ville, le genre d'endroit qui facturait $3000 par mois pour un 2 pièces et avait un portier dans le hall.
J'ai noté son numéro de plaque d'immatriculation et je suis rentré chez moi. Sarah était déjà au lit quand je suis arrivé, faisant semblant de dormir. La lumière d'Emma était éteinte. Mais je pouvais l'entendre parler doucement au téléphone. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé. J'ai besoin que tu vérifies une plaque d'immatriculation, lui ai-je dit. De quoi s'agit-il? Ma femme me trompe. D'accord. Donnez-moi le numéro. 3 heures plus tard, il a rappelé. Martin Blake, a-t-il dit, 40 ans, travaille pour Consolidated Freight Solutions en tant que directeur régional. Divorcé, pas d'enfant, casier judiciaire vierge à l'exception de quelques PV pour excès de vitesse. Consolidated Freight Solutions, un de mes plus grands concurrents. Combien pour une enquête approfondie sur son passé? Ai-je demandé. 500, faites-le. À la fin de la semaine, je savais tout sur Martin Blake. Où il travaillait, où il vivait, où il allait à la salle de sport, où il faisait ses courses. Je savais qu'il gagnait 6 chiffres par an, conduisait une BMW en leasing, et avait été divorcé il y a 3 ans après que son ex-femme l'ait surpris en train de la tromper avec une collègue. Je savais aussi qu'il avait un modus operandi. Le détective a trouvé 2 autres femmes en ville qui avaient eu des relations avec Martin Blake. Toutes 2 mariées, toutes 2 significativement plus jeunes que lui, toutes 2 larguées quand il s'ennuyait ou quand les choses devenaient trop compliquées. Mais je n'avais jamais entendu parler de lui sortant avec une mère et sa fille en même temps. Le samedi matin, Sarah a annoncé qu'elle allait faire du shopping avec Emma. Une journée entre filles, l'a-t-elle appelé. Un moment privilégié avant le départ d'Emma pour l'université. Où allez-vous? Ai-je demandé. Au centre commercial. Peut-être d'autres magasins. Nous prendrons peut-être le déjeuner. À quelle heure rentrerez-vous? Sarah et Emma ont échangé un de leurs regards. Ce soir, à un moment donné, a dit Sarah. Après leur départ, j'ai appelé Joy. J'ai besoin d'un autre service, ai-je dit. Vous voulez que je les suive encore? Oui. Mais cette fois, je veux des photos. Boss, vous êtes sûr de ça? Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Je sais déjà. J'ai juste besoin de preuves. Joy a soupiré. D'accord, je vous appelle dans quelques heures. À 16 heures, mon téléphone a sonné. Vous n'allez pas aimer ça, a dit Joy. Dis-moi. Elles ne sont pas allées faire du shopping. Elles sont allées à ce grand hôtel du centre-ville, le Riverside Grand. On rencontrait le type à la BMW dans le hall. Tous les 3 sont montés ensemble. J'ai fermé les yeux. Combien de temps sont-elles restées là? Elles y sont encore? Vous voulez que je continue à surveiller? Non. Reviens. J'ai raccroché et me suis assis dans ma maison vide, acceptant enfin ce que j'avais essayé de nier pendant des semaines. Ma femme et ma fille couchaient toutes les 2 avec le même homme. Pas seulement me trompant, mais le partageant, comme une activité familiale malade et tordue. Ce soir-là, Sarah et Emma sont rentrées à la maison, portant des sacs de magasin où elles n'étaient jamais allées. Elles étaient guillerettes et discrètes, se chuchotant des choses et jetant des coups d'œil dans ma direction. Comment s'est passé le shopping? Ai-je demandé. Super, a dit Sarah. Nous avons trouvé de jolies choses pour la chambre d'Emma à la résidence universitaire. Emma a brandi un sac de Victoria's Secret. Maman m'a aidé à choisir des trucs d'adultes. J'ai failli vomir là, dans la cuisine. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. D'abord, j'allais détruire la vie de Martin Blake de la même manière qu'il avait détruit la mienne. J'ai commencé modestement. Martin Blake était fier de sa BMW. Il la gardait lavée et cirée et la garait tous les jours au même endroit dans son complexe d'appartements. Alors, la première chose que j'ai faite, a été de la rayer avec une clé. Pas assez profond pour être du vandalisme, juste des rayures superficielles qui lui coûteraient $500 à réparer. Ensuite, j'ai commencé à passer des appels téléphoniques. Consolidated Freight Solutions. Comment puis-je vous diriger? Service des ressources humaines, s'il vous plaît. Un instant. Lorsque la représentante des RH a pris la ligne, j'ai déguisé ma voix et lui ai dit que j'étais préoccupé par le fait qu'un de leurs managers entretenait des relations inappropriées avec des membres de la famille de clients. Je n'ai pas donné de nom, j'ai juste dit que je pensais qu'il devrait enquêter. Merci de nous avoir signalé cela, a-t-elle dit. Nous prenons toutes les allégations au sérieux.
La semaine suivante, j'ai rappelé, cette fois prétendant être un parent inquiet qui avait entendu des rumeurs sur Martin Blake et des adolescentes. Alléguez-vous une activité criminelle? A demandé la représentante des RH. Je dis juste que vous voudriez peut-être vous pencher sur ces activités en dehors des heures de travail. J'ai aussi lancé une campagne de petites vexations. J'ai inscrit Martin Blake à toutes les listes de diffusion de spam que j'ai pu trouver. J'ai mis son numéro de téléphone. Sur des annonces Craigslist pour des meubles gratuits et des animaux perdus. J'ai commandé des pizzas à livrer à son appartement à 2 heures du matin. Mesquin, oui. Satisfaisant, absolument, mais je ne faisais que commencer. Le samedi suivant, Sarah et Emma ont annoncé une autre journée entre filles. Cette fois, j'étais prêt. J'ai attendu qu'elles partent, puis j'ai conduit jusqu'à l'hôtel Riverside Grand. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu l'arrivée de Martin Blake. Quand il est arrivé, je l'ai suivi à l'intérieur. Le hall était entièrement en marbre avec des lustres en cristal, le genre d'endroit qui facture $30 pour un cocktail. J'ai regardé Martin prendre l'ascenseur. Puis je me suis dirigé vers la réception. Excusez-moi, ai-je dit à l'employé. Je dois rencontrer mon associé, Martin Blake. Il a dit qu'il était dans la chambre 412. L'employé a vérifié son ordinateur. Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai pas de Martin Blake enregistré aujourd'hui. Vraiment? C'est peut-être sous un autre nom. Il est avec 2 femmes, une blonde, une brune. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas divulguer d'informations sur nos clients. Bien sûr, je vais l'appeler. Je me suis éloigné et j'ai appelé Joey. J'ai besoin que tu me rejoignes au Riverside Grand, ai-je dit. Pourquoi faire? Je vais confronter ce salaud. Boss, ce n'est pas une bonne idée. Je m'en fiche. J'ai fini de me cacher. Joey est arrivé 20 minutes plus tard. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a secoué la tête. Vous êtes sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et avons marché dans le couloir jusqu'à ce que je trouve la chambre 412. J'entendais des voix à l'intérieur. Le rire de Sarah, le gloussement d'Emma, et une voix d'homme que je ne reconnaissais pas. J'ai frappé à la porte. Les voix se sont tues. J'ai frappé à nouveau. C'est qui? La voix de Martin Blake. Maintenance de l'hôtel. Besoin de vérifier le thermostat. J'ai entendu des chuchotements, puis des pas. La porte s'est ouverte et je me suis retrouvé face à face avec l'homme qui couchait avec ma femme et ma fille. Martin Blake était exactement ce à quoi je m'attendais. Grand, beau à cette manière générique de cadre. Des vêtements coûteux, un sourire confiant. Le genre d'homme qui n'avait jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. Il n'y a pas de problème avec le thermostat, a-t-il dit. Non, ai-je dit en le poussant pour entrer dans la pièce. Mais il va y avoir un problème avec votre visage. Sarah était assise sur le lit en peignoir d'hôtel. Ses cheveux en désordre. Emma était dans la salle de bain, mais je pouvais voir son reflet dans le miroir. Elle ne portait qu'une serviette. Jacques. Sarah a bondi. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai montré Emma du doigt, qui essayait de se cacher derrière la porte de la salle de bain. Papa, je peux expliquer, a dit Emma. Expliquer? Expliquer quoi? Comment toi et ta mère couchez toutes les deux avec le même homme? Martin Blake s'est interposé entre nous. Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu. Je l'ai poussé fort et il a trébuché en arrière contre la commode. Le seul malentendu est que je pensais que ma famille avait une certaine intégrité. Papa, ce n'est pas ce que ça a l'air, a dit Emma, sortant de la salle de bain, enveloppée dans un peignoir d'hôtel. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Vous êtes toutes les deux à moitié dévêtues dans une chambre d'hôtel avec un inconnu. Ce n'est pas un inconnu, a dit Sarah. Martin est. Nous sommes tous adultes ici, Jacques. Elle a 18 ans. Exactement. Elle a 18 ans. Elle peut prendre ses propres décisions. J'ai regardé ma femme, cette femme avec qui j'étais marié depuis 19 ans, et je ne la reconnaissais pas. La Sarah que j'avais épousée n'aurait jamais fait ça. N'aurait jamais partagé un homme avec sa propre fille. Depuis quand, ai-je demandé. Sarah et Emma ont échangé des regards.
Depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelques mois, a dit Sarah doucement. Quelques mois. Je me suis assis lourdement sur la seule chaise de la pièce, et vous avez décidé d'impliquer notre fille. Papa, maman ne m'a pas impliqué. Je l'ai découvert toute seule. Découvert quoi? Emma a regardé Martin Blake, qui a hoché la tête de manière encourageante. J'ai vu les messages de maman par accident. J'utilisais son téléphone pour commander une pizza, et Martin lui a envoyé un message. Alors, je lui en ai parlé, et au lieu d'y mettre fin, tu as décidé de te joindre à cela. Ce n'est pas comme ça, papa. Martin nous fait nous sentir spéciales toutes les deux. Il nous traite comme des adultes. Il vous manipule. Martin Blake a finalement pris la parole. Monsieur Anderson, je comprends que vous soyez en colère, mais personne n'est manipulé ici. Sarah et Emma sont toutes deux des femmes intelligentes qui ont fait leur propre choix. Je me suis levé et l'ai attrapé par sa chemise coûteuse. Ce sont ma femme et ma fille, espèce de pervers malade. Papa, arrête. Emma s'est précipitée et a essayé de me séparer de Martin. Éloigne-toi de lui. Non. Tu n'as pas à contrôler qui je fréquente. Je suis ton père. Tu n'es jamais là. Tu travailles tout le temps. Et quand tu es à la maison, tu critiques toujours tout ce que nous faisons. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Emma pleurait maintenant. Martin nous écoute. Il nous emmène dans des endroits et nous achète des choses et nous fait nous sentir importantes. Je vous fais vous sentir importante. Non, papa. Tu nous donnes l'impression d'être une gêne. Sarah s'est avancée. Jacques, peut-être devrions-nous en parler à la maison. Parler de quoi? De comment ma femme et ma fille sont des putes? Le mot est resté suspendu dans l'air comme du poison. Emma a halté. Le visage de Sarah est devenu blanc. Ne nous appelez plus jamais comme ça, a dit Sarah doucement. Comment appelleriez-vous ça? J'appellerais ça trouver le bonheur ailleurs que dans une maison où rien de ce que nous faisons n'est jamais assez bien. Je l'ai fixé. Tu me reproches ça? Je ne te reproche rien, mais je ne vais pas faire semblant que notre mariage fonctionne depuis des années. Alors, vous avez décidé de coucher avec mon concurrent professionnel. Martin Blake a semblé surpris. Vous êtes dans la logistique, Anderson Freight Service. Nous nous battons pour les mêmes contrats. Oh. Martin a eu la décence de paraître gêné. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Vous étiez trop occupé à baiser ma famille pour demander ce que je faisais dans la vie. Joey était resté près de la porte pendant tout ce temps, assistant au spectacle. Maintenant, il s'est avancé. Boss, nous devrions y aller. Oui. J'ai regardé Sarah et Emma. Quand vous aurez fini de jouer à la maison avec votre petite amie, ne vous donnez pas la peine de rentrer. Je change les serrures. Jacques, tu ne peux pas faire ça. Sarah a dit, regarde-moi faire. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Et Sarah, je dépose une demande de divorce lundi. Emma, puisque tu as 18 ans et es apparemment si mature, tu peux te débrouiller pour tes arrangements de vie. Papa, s'il te plaît, a dit Emma, mais je m'éloignais déjà. Joey m'a rattrapé dans le couloir. Boss, c'était brutal. Elles l'ont mérité. Peut-être, mais qu'allez-vous faire maintenant? Bonne question. Que allais-je faire maintenant? La première chose que j'ai faite a été de rentrer chez moi et de mettre tous les vêtements de Sarah dans des sacs poubelles. Puis j'ai changé les serrures comme je l'avais menacé. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin de déposer une demande de divorce, lui ai-je dit. Quelle est la situation? Ma femme me trompe avec le petit ami de ma fille, sauf qu'il s'avère qu'elle partage le même homme. Il y a eu une longue pause. C'est inhabituel. C'est le moins qu'on puisse dire. Avez-vous des preuves? Je lui ai parlé des messages textes, du détective privé, de la confrontation dans la chambre d'hôtel. Cela devrait suffire, a-t-il dit. Le Wisconsin est un État où le divorce est sans faute, mais l'infidélité peut toujours affecter le règlement, surtout s'il y a preuve de traumatisme émotionnel. Et Emma? Elle a 18 ans. Légalement, elle peut vivre où elle veut. Puis-je lui couper les fonds pour l'université? Une autre pause. Cela dépend de la façon dont c'est structuré. Si c'est à votre nom, oui. Si c'est dans une fiducie, probablement pas.
C'est à mon nom, alors. Oui, vous pouvez retirer les fonds. Ça faisait du bien. Pas mature, pas raisonnable, mais du bien. Les jours suivants ont été un tourbillon d'avocats, de paperasses et d'appels téléphoniques. Sarah a essayé de m'appeler des dizaines de fois. Emma aussi. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels. Le mercredi, Sarah s'est présentée à mon bureau. Nous devons parler, a-t-elle dit. Parler à mon avocat. Jacques, s'il te plaît. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que ma femme et ma fille partagent un petit ami. Elle a grimacé. Ce n'est pas comme ça. Comment est-ce alors, Sarah? Explique-le-moi. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Elle semblait fatiguée, plus âgée d'une certaine manière. Toi et moi n'avons pas été heureux depuis des années, a-t-elle dit. Nous le savons tous les deux. Alors, tu as décidé de me tromper au lieu d'en parler avec moi. Quand avons-nous parlé de quelque chose de réel pour la dernière fois? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment je me sentais ou ce que je voulais ou quels étaient mes rêves? C'est ma faute. Ce n'est pas une question de faute. C'est le fait que nous nous sommes éloignés et qu'au lieu de l'admettre, nous avons juste continué à vivre sans vraiment y penser. Et Emma? Sarah a soupiré. Emma était seule aussi. Toutes ses amies partent à l'aventure et elle est coincée à la maison avec des parents qui se parlent à peine, sauf pour se disputer au sujet des couvre-feux. Alors, elle a décidé de coucher avec ton petit ami. Martin n'est pas mon petit ami. C'est compliqué. Compliqué comment? Nous ne sommes pas amoureux, Jacques. Aucun de nous ne l'est. C'est juste amusant. Ça nous fait nous sentir vivants. J'ai regardé à ma femme depuis 19 ans et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout. Où loges-tu? Chez Martin. Vous deux, pour l'instant. Bon sang, Sarah. Je sais ce que ça donne. Mais Emma va à l'université à l'automne de toute façon, et toi et moi aurions probablement divorcé dans les 2 ans, indépendamment de Martin. Alors, cela ne fait qu'accélérer l'inévitable. Peut-être. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, Joey chargeait des cartons dans l'un de nos camions. Travail normal, journée normale, vie normale, tandis que la mienne s'effondrait. Je veux que tu sortes de ma vie, dis-je sans me retourner. Jacques, je veux que toi, Emma et ton petit ami sortiez complètement de ma vie. Ce n'est pas réaliste. Emma est toujours ta fille. Emma a fait son choix. Quand je me suis retourné, Sarah pleurait. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit-elle. Comment voulais-tu que ça se passe? Je pensais que tu te serais battu pour nous, pour moi. Me battre pour toi? Tu vis avec un autre homme. Avant ça, je pensais que tu aurais remarqué que j'étais malheureuse et que tu aurais essayé d'arranger les choses. Je ne peux pas réparer quelque chose si je ne sais pas que c'est cassé. C'était cassé depuis des années, Jacques. Tu ne voulais juste pas le voir. Elle partit après ça, et je restais assis dans mon bureau, fixant les papiers de divorce et pensant à tous les signes que j'avais manqués ou ignorés. Ce week-end-là, je décidai de passer devant l'appartement de Martin Blake. Je ne savais pas ce que j'espérais voir, mais j'avais besoin de savoir où ma famille vivait maintenant. La BMW était à sa place habituelle, mais quelque chose n'allait pas. Les pneus étaient à plat, les 4. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Après environ 1 heure, Martin Blake est sorti de l'immeuble et a vu sa voiture. Il a fait le tour, examinant les dégâts, puis a sorti son téléphone. Pendant qu'il appelait l'assistance routière, j'ai composé le numéro principal de l'immeuble. Je voudrais déposer une plainte pour tapage nocturne concernant l'appartement 4B, dis-je. Il y a eu de la musique forte et des fêtes toute la nuit. Nous enverrons quelqu'un enquêter, dit le gérant. J'ai raccroché et je suis parti, me sentant un peu mieux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rendu la vie de Martin Blake aussi difficile que possible sans enfreindre la loi. J'ai fait livrer des pizzas à son bureau pendant des réunions importantes. Je l'ai inscrit à des présentations de multipropriétés et à des consultations de désinsectisation. J'ai appelé le gérant de son immeuble avec des plaintes concernant des activités suspectes et des invités non autorisés. Puéril? Absolument. Mais c'était mieux que de rester assis dans ma maison vide à m'apitoyer sur mon sort. Les papiers de divorce furent déposés et l'avocat de Sarah répondit par une contre-requête demandant la moitié de tout,
y compris mon entreprise. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer et de passer aux choses sérieuses. J'ai rappelé l'enquêteur privé. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Martin Blake, dis-je. Sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses dossiers financiers, tout ce qui pourrait être utile. Ça va vous coûter cher. Peu importe le prix. 3 jours plus tard, il me rappela avec un dossier de 2 pouces d'épaisseur. Votre Martin a des habitudes intéressantes, dit-il. Comme un problème de jeu. Il doit environ 40 000 $ à des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement, si vous voyez ce que je veux dire. Des bookmakers, entre autres. Il a aussi falsifié ses notes de frais au travail. Rien d'énorme, mais suffisamment pour se faire virer si son patron le découvrait. Quoi d'autre? Il a la même routine avec d'autres familles. Il y a une femme à Springfield dont le mari a demandé le divorce l'année dernière après l'avoir surprise avec Martin. Même schéma. Il commence avec la femme, puis passe à la fille quand elle a 18 ans. Mon sang se glaça. Combien de fois a-t-il fait ça? Au moins 3 que je peux prouver. Peut-être plus. Et les entreprises n'ont jamais rien fait. Il est prudent. Il attend toujours que les filles soient majeures. Il ne fait jamais rien au travail. Il évite les locaux de l'entreprise. Difficile de monter un dossier. Et les dettes de jeu? Ça, c'est plus intéressant. Il s'avère qu'il a utilisé des cartes de crédit de l'entreprise pour couvrir certaines de ses pertes. J'ai des copies des relevés. Je souris pour la première fois depuis des semaines. Quels ennuis pourrait-il avoir pour ça? Fraude, détournement de fonds, peut-être d'autres accusations. Il risque de la prison ferme si quelqu'un porte plainte. Envoyez-moi tout. Le lendemain matin, je me suis habillé de mon meilleur costume et je me suis rendu au bureau de Consolidated Freight Solutions. J'ai demandé à parler à la directrice régionale, une femme nommée Patricia Wilson. Monsieur Anderson, dit-elle quand on me fit entrer dans son bureau. Je crois comprendre que vous êtes un de nos concurrents. C'est exact. Mais je ne suis pas ici pour affaires. J'ai exposé tout ce que je savais sur Martin Blake, le jeu, la fraude aux notes de frais, le schéma de relations inappropriées avec les familles de clients. Je lui ai remis des copies des relevés de cartes de crédit et le rapport de l'enquêteur privé. Le visage de Patricia Wilson s'assombrit tandis qu'elle lisait le dossier. « Pourquoi me soumettez-vous cela » demanda-t-elle. « Parce que Martin Blake a détruit ma famille, et je veux qu'il paie pour cela. » Elle posa les papiers et me regarda attentivement. « Ce sont de graves allégations. » Ce ne sont pas des allégations. Ce sont des faits. Si ce que vous me dites est vrai, Monsieur Blake sera licencié immédiatement et nous transmettrons cela aux forces de l'ordre. C'est tout ce que je demande. Je quittai son bureau, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Martin Blake avait peut-être pris ma femme et ma fille, mais j'étais sur le point de tout lui prendre. Cet après-midi-là, Emma m'appela pour la première fois depuis la confrontation à l'hôtel. « Papa, il faut qu'on parle. » « Vraiment ? S'il te plaît, juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, j'acceptai de la rencontrer dans un café du centre-ville. Elle était déjà là quand j'arrivai, assise dans une banquette d'angle, l'air plus jeune que ses 18 ans. « Merci d'être venu, dit-elle quand je m'assis. 5 minutes. Papa, je suis désolé. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Vraiment ? Oui, enfin, je croyais le savoir. Je pensais que Martin tenait vraiment à maman et à moi, mais maintenant je pense que nous n'étions peut-être qu'un, je ne sais pas, un jeu pour lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Des choses qu'il dit quand il pense que nous n'écoutons pas. Par exemple, il était au téléphone hier, parlant à quelqu'un de l'histoire mère-fille, comme si nous étions une sorte de conquête. Je ressentais un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction qu'elle voit enfin Martin Blake pour ce qu'il était, et tristesse que ma fille ait dû apprendre cette leçon à la dure. Où est ta mère? Toujours chez Martin. Mais je crois qu'elle a des doutes aussi. Emma, qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Tu pensais que ça allait s'arranger d'une manière ou d'une autre? Elle commença à pleurer. Je ne sais pas. Je suppose que je pensais que tu te battrais pour nous, ou que nous trouverions tous un nouvel arrangement, ou que toi et maman réaliseriez que vous ne vous aimiez pas vraiment de toute façon et que tout le monde serait plus heureux. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Je le sais maintenant. Je voulais la prendre dans mes bras. Je voulais lui dire que tout irait bien,
la ramener à la maison et faire comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit, mais je ne pouvais pas. Elle avait 18 ans, assez âgée pour prendre des décisions d'adulte, et c'était la conséquence de la décision qu'elle avait prise. Qu'est-ce que tu veux de moi, Emma? Je veux rentrer à la maison. Tu ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que tu l'as choisi lui plutôt que ta famille. Tu as choisi le petit ami de ta mère plutôt que ton père. Papa, j'ai fait une erreur. J'ai 18 ans. J'ai le droit de faire des erreurs. Pas ce genre d'erreur. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Emma continuait d'essuyer ses yeux avec une serviette et je regardais ma montre. Tes 5 minutes sont écoulées, dis-je finalement. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé ne suffit pas, Emma. Je la laissai assise dans le café et je rentrai dans ma maison vide. Cette nuit-là, je me suis saoulé pour la première fois depuis l'université et je me suis évanoui sur le canapé en regardant Sport Center. Le lendemain matin, Patricia Wilson appela. Monsieur Anderson, je voulais vous informer de la situation de Martin Blake. Quel est le statut? Il a été licencié et escorté hors du bâtiment. Nous transmettons les irrégularités financières aux forces de l'ordre, et elles décideront s'il y a lieu d'engager des poursuites. Et son appartement? Ce n'est pas vraiment notre préoccupation, mais j'imagine que sa situation financière est sur le point de devenir très difficile. Je la remerciai et raccrochai, puis appelai l'enquêteur privé. Martin Blake vient d'être viré, lui dis-je. C'était rapide. Je veux que vous continuiez à le surveiller. Je veux savoir ce qu'il fait ensuite. Vous êtes sûr de vouloir continuer à dépenser de l'argent pour ce type? Je suis sûr. Cet après-midi elle. Ah, Joey entra dans mon bureau, l'air inquiet. Patron, vous devriez voir ça. Il me tendit son téléphone. À l'écran, il y avait un message Facebook de Sarah. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent détruire la vie des autres par méchanceté et jalousie, mais la vérité finit toujours par éclater. Jack Anderson est un mari dominateur et violent qui a fait fuir sa famille avec sa colère et sa manipulation. Maintenant, il essaie de détruire la carrière d'un homme innocent parce qu'il ne peut accepter que sa femme et sa fille soient plus heureuses sans lui. Le message avait des dizaines de commentaires d'amis de Sarah, la plupart la soutenant. Quelques personnes que je reconnaissais du quartier avaient ajouté leurs propres histoires sur la personne difficile que j'étais. Patron, c'est grave. C'est embarrassant, mais ce n'est pas grave, dis-je. Les gens la croient. Je fis défiler les commentaires. Les amis de tennis de Sarah, les amis d'Emma, des mères, des voisins que je connaissais depuis des années. Tous prenaient le parti de Sarah, tous parlaient du tyran que j'étais, à quel point j'étais dominateur, déraisonnable. Qu'ils croient ce qu'ils veulent, dis-je en rendant son téléphone à Joey. Mais cela me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Sarah réécrivait l'histoire, ce faisant, elle et Emma, les victimes et moi le méchant, et les gens y croyaient. Ce soir-là, Martin Blake est apparu chez moi. J'étais dans mon garage, travaillant sur une vieille moto que je restaurais depuis 5 ans, quand j'entendis une voiture entrer dans mon allée. Par la fenêtre, je pouvais voir la BMW. Martin Blake sortit et se dirigea vers ma porte d'entrée. Quand je ne répondis pas, il vint jusqu'au garage. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Je continuai à travailler sur la moto. « Nous n'avons rien à nous dire. Tu m'as fait virer. Tu t'es fait virer toi-même. J'ai juste fourni les documents. Je sais que c'était toi. » Je levai les yeux vers lui. Ses vêtements coûteux étaient froissés. Ses cheveux étaient en désordre. Et il y avait des cernes sous ses yeux. « Tu as l'air d'un loc, dis-je. Tu as détruit ma vie. » « Non, Martin, tu as détruit ta vie, la mienne, celle de ma femme et celle de mes filles. Sarah et Emma sont des adultes. Elles ont fait leur propre choix. Tu les as manipulées. Je leur ai donné ce qu'elles voulaient. De l'attention, de l'excitation, quelqu'un qui les appréciait. Je me suis levé et je lui ai fait face. Tu leur as donné un fantasme malsain qui n'allait jamais durer. Cela aurait pu durer si tu n'étais pas intervenu. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu t'ennuies? Jusqu'à ce que tu trouves la prochaine mère et fille avec qui jouer? Son visage s'empourpra. Ce n'était pas ça. C'était exactement ça. J'ai vu ton schéma, Martin. Springfield, Millfield. Maintenant ici, tu trouves des femmes malheureuses, tu les séduis,
puis tu t'en prends à leurs filles quand elles ont 18 ans. C'est malsain. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sortis mon téléphone et lui montrai le rapport de l'enquêteur privé. Je sais tout, Martin, les dettes de jeu, la fraude aux notes de frais, les autres familles que tu as détruites. Il se jeta sur moi, frappant de manière désordonnée. Je m'y attendais. 19 ans de mariage avec Sarah m'avaient appris à reconnaître quand quelqu'un était sur le point de craquer. J'esquivai son premier coup de poing et le frappai violemment à l'estomac. Il se plia en deux, haletant. « Dégage de ma propriété, dis-je. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tu es fauché. Tu es au chômage. Et tu es sur le point d'être arrêté pour fraude. Sarah et Emma vont très vite comprendre que tu ne peux pas leur offrir le style de vie auquel elles sont habituées. Et quand elles le comprendront, elles te largueront, tout comme tu as largué toutes les autres. » Il se redressa, respirant encore difficilement. Sarah m'aime. Sarah aime ce que tu représentes. L'argent, l'excitation, l'attention. Enlève ça, et tu n'es qu'un autre perdant qui s'attaque aux femmes vulnérables. Il commença à dire autre chose, mais je le coupai. Martin, si tu reviens ici, j'appelle la police. Si tu me contactes à nouveau, j'appelle la police. Si tu passes ne serait-ce que devant ma maison, j'appelle la police. C'est clair? Il me lança un regard noir pendant quelques secondes, puis se retourna à sa voiture. Je le regardai partir, puis rentrer et me verser un verre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais mieux que depuis des semaines. Les jours suivants furent calmes. Pas d'appel de Sarah ou d'Emma. Pas de visite surprise de Martin Blake. Je suis allé au travail, je suis rentré, j'ai travaillé sur ma moto et j'ai essayé de faire comme si ma vie reprenait son cours normal. Puis Joey a appelé avec des nouvelles. Patron, vous n'allez pas croire ça. Quoi? Martin Blake a été arrêté pour fraude? Non, pour avoir harcelé une femme à Springfield. Apparemment, il a maltraité son ex-petita. Mis là-bas depuis qu'il a perdu son emploi. Je souris. Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur type. Il y a plus. Sarah et Emma sont allées à son appartement hier pour découvrir que toutes ses affaires avaient disparu. Il est parti de la ville sans leur dire. Comment savez-vous ça? Emma a appelé Lexi. Lexi a appelé sa mère. La mère de Lexi a appelé mon ex-femme. Mon ex-femme m'a appelé. Vous savez comment ça marche. Je savais comment ça marchait. Les potins de petites villes voyageaient plus vite que les nouvelles. Où logent Sarah et Emma maintenant? À l'hôtel en centre-ville. C'est la dernière chose que j'ai entendue, mais elles n'ont plus beaucoup d'argent. Ce soir-là, Emma m'appela à nouveau. Papa, j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Maman et moi n'avons nulle part où loger. Martin est parti de la ville et nous ne pouvons plus nous permettre l'hôtel très longtemps. Et tes amis? Papa, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une bêtise, mais je suis toujours ta fille. Tu as 18 ans, Emma. Tu es une adulte. Les adultes s'occupent de leur propre logement. Je n'ai pas d'argent. Tu aurais dû y penser avant d'emménager avec Martin Blake. Il y eut un long silence. Papa, j'ai appris ma leçon. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Ne peux-tu pas me pardonner? Un jour, peut-être, mais pas aujourd'hui. Et maman? Et elle? Elle est désolée aussi. Vraiment? Parce que le message Facebook qu'elle a publié sur moi, me décrivant comme dominateur et violent, ne sonnait pas très désolé. Elle était en colère. Elle ne le pensait pas. Elle le pensait, chaque mot. Papa, nous sommes désespérés. Tu as fait ton lit, Emma. Maintenant, tu dois t'y coucher. Je raccrochai et me sentis immédiatement mal. Mais je me sentais aussi justifié. Elles avaient fait leur choix et maintenant elles devaient en assumer les conséquences. Le lendemain matin, Sarah se présenta de nouveau à mon bureau. Jacques, il faut qu'on parle. Je croyais t'avoir dit de parler à mon avocat. Emma dort dans sa voiture. Ta fille dort dans sa voiture. Cela me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Où dors-tu? Au même endroit. Je regardais ma femme de 19 ans. Ses cheveux étaient décoiffés. Elle fondit en larmes, ses vêtements étaient froissés et elle avait l'air épuisée. Tu aurais pu éviter ça, lui dis-je. Je sais.
Tu aurais pu me parler de nos problèmes au lieu de me tromper. Je sais. Tu aurais pu laisser Emma en dehors de ça. Je sais. Elle se mit à pleurer. Jacques, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Et je sais que j'ai pris des décisions terribles, mais Emma ne mérite pas d'être punie pour mes erreurs. Emma a fait ses propres erreurs. Elle a 18 ans. C'est une gamine qui essayait de se venger de toi pour toutes les années où tu l'as ignorée. Je ne l'ai jamais ignorée. Jacques, à quand remonte la dernière fois que tu as eu une vraie conversation avec Emma? Quand l'as-tu interrogée pour la dernière fois sur ses rêves, ses craintes ou ce qu'elle voulait faire de sa vie? Je commençais à répondre, puis m'arrêter. Je ne m'en souvenais pas. Elle était seule, poursuivit Sarah. Nous l'étions toutes les deux, et Martin a profité de cette solitude. Alors, c'est ma faute. C'est la faute de nous tous. Mais Emma n'est encore qu'une enfant, et elle dort dans sa voiture. Je regardais par la fenêtre le parking. Joël avait l'un des camions, arrosant la boue des livraisons de la veille. Travail normal, vie normale. Qu'est-ce que tu veux de moi, demandai-je. Je veux que tu laisses Emma rentrer à la maison. Juste Emma. Je trouverai autre chose. Elle a choisi de partir. Elle a choisi de faire une erreur. Ne la punis pas pour le reste de sa vie. Je pensais à Emma à 18 ans, le même âge que Sarah quand je l'avais rencontrée, jeune, naïve, pensant tout savoir sur le monde. Une condition, dis-je. Quoi? Elle s'excuse, une vraie excuse, pas juste je suis désolé. Elle explique ce qu'elle a fait de mal et pourquoi c'était mal. Et elle promet de ne plus jamais faire une chose pareille. Elle le fera. Et elle suivra une thérapie. D'accord. Et tu restes loin d'elle et de moi. Sarah hocha la tête. Je resterai loin. Je suis sérieux, Sarah. Tu n'as pas le droit de revenir dans nos vies quand ça t'arrange. Tu as fait ton choix, et tu dois vivre avec ça. Je comprends. Ce soir-là, Emma arriva à ma porte. Elle avait l'air horrible. Vêtements sales, cheveux gras, cernes sous les yeux. Papa, je peux entrer? Je m'écartai et la conduisis dans la maison. Elle regarda autour d'elle comme si elle la voyait pour la première fois. Ça n'a pas changé, dit-elle. C'est la même chose. C'est toi qui as changé. Nous nous assîmes dans le salon, aux extrémités opposées du canapé. Maman a dit que tu voulais que je m'excuse. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait de mal. Emma prit une profonde inspiration. Je t'ai trahi, toi et notre famille, en m'impliquant avec la mère, avec Martin. J'étais en colère contre toi parce que tu travaillais tout le temps et que tu ne faisais pas attention à moi, mais ça ne me donnait pas le droit de te faire du mal comme je l'ai fait. Quoi d'autre? J'ai été égoïste. Je pensais être si mature et sophistiqué, mais je n'étais qu'une gamine stupide qui s'est fait manipuler par un salaud qui s'est donné pour passe-temps de détruire des familles. Et je suis désolé. Pas seulement désolé d'avoir été prise, mais désolé de l'avoir fait en premier lieu. Désolé de t'avoir fait du mal. Désolé d'avoir ruiné notre famille. Désolé d'avoir été trop bête pour voir ce qu'était vraiment Martin. J'étudiais son visage. Elle avait l'air sincère, mais elle avait déjà eu l'air sincère auparavant. Emma, si je te laisse revenir, il y aura des règles. Je sais. Aucun contact avec Martin Blake, jamais. Aucun contact avec ta mère, sauf si je l'approuve. Des séances de thérapie 2 fois par semaine. Des travaux d'intérêt général le week-end. Et tu me rembourses les factures d'hôtel et tout ce que ce gâchis m'a coûté. Comment suis-je censé te rembourser? Je n'ai pas de travail. Alors tu ferais mieux d'en trouver un. Elle hocha la tête. D'accord. Et si tu me mens à nouveau sur quoi que ce soit, même une petite chose, tu es parti pour de bon. Je ne mentirai pas. Emma, je suis sérieux. Une trahison de plus, un mensonge de plus, une décision stupide de plus, et tu te débrouilles seul définitivement. Je comprends. Je voulais la croire. Une partie de moi la croyait, mais une partie de moi savait aussi que la confiance, une fois brisée, n'est plus jamais tout à fait la même. Tu peux rester, dis-je. Mais tu dors dans la chambre d'amis, et tu paieras un loyer dès que tu auras un travail. Merci, papa. Elle commença à pleurer, et je sentis ma résolution s'affaiblir, mais je ne pouvais pas me permettre d'être indulgent. Pas encore. Au cours des semaines suivantes,
Emma tint parole. Elle trouva un emploi au supermarché local, commença à voir une thérapeute 2 fois par semaine et passa ses week-ends à faire des travaux d'intérêt général dans un foyer pour sans-abri. Elle était polie, respectueuse et gardait ses distances avec sa mère. Mais je voyais qu'elle avait du mal. Elle avait perdu la plupart de ses amis, soit parce qu'ils désapprouvaient ce qu'elle avait fait, soit parce qu'elle avait honte de les affronter. Elle était solitaire, isolée et travaillait à un emploi qui payait à peine le salaire minimum. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais une plus grande partie de moi pensait que c'était exactement ce qu'elle méritait. Puis, 3 semaines après qu'Emma soit revenue vivre à la maison, j'ai reçu un appel de Patricia Wilson de Consolidated Freight. Monsieur Anderson, je pensais que vous voudriez savoir que Martin Blake a été arrêté à Springfield pour harcèlement. J'en ai entendu parler. Il est également accusé de fraude en lien avec des irrégularités de son compte de dépenses. Notre service juridique dit qu'il risque de 2 à 5 ans s'il est reconnu coupable. Bien. Il y a autre chose. Lors de son arrestation, il a fait des déclarations sur vous et votre famille dont vous voudriez peut-être être informé. Quel genre de déclaration ? Il a affirmé que vous aviez engagé quelqu'un pour vandaliser sa voiture et le maltraiter à son appartement. Il a également dit que vous l'aviez menacé de violence physique. Mon estomac s'est noué. Qu'a dit la police ? Ils ont pris sa déposition, mais comme il n'y a aucune preuve et qu'il essaie manifestement de détourner l'attention de ses propres crimes, ils ne prennent pas cela très au sérieux. Mais ils pourraient enquêter. C'est possible. Je voulais juste vous prévenir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau, essayant de comprendre dans quel pétrin je pouvais me retrouver. J'avais rayé la voiture de Martin et fait ses canulars téléphoniques, mais je ne l'avais pas menacé de violence. Enfin, pas exactement. Ce soir-là, j'ai parlé à Emma de l'appel. « Papa, tu n'as pas vraiment fait ces choses, n'est-ce pas ? » Certaines d'entre elles. « Papa. Emma, cet homme a détruit notre famille. Il t'a manipulé, ta mère et toi, et il a fait la même chose à d'autres familles. Il méritait ce qu'il a reçu. Mais tu pourrais avoir des ennuis. Peut-être, mais ça valait le coup. » Emma me regarda avec quelque chose qui pouvait être du respect ou de la peur. Difficile de faire la différence parfois. 2 jours plus tard, un détective de police est apparu à mon bureau. « Monsieur Anderson, je suis l'inspecteur Miller. J'aimerais vous poser quelques questions sur Martin Blake. » À son sujet ? Il a fait des allégations de mauvais traitement et de menaces. J'essaie de déterminer s'il y a un fondement à ces affirmations. J'invitai l'inspecteur Miller dans mon bureau et lui offris un café. Il était plus jeune que moi, Pr. Probablement au début de la trentaine, avec le genre de moustache qui était passé de mode il y a 20 ans. Avez-vous eu un contact avec Monsieur Blake après avoir découvert sa relation avec votre femme et votre fille ? Il est venu chez moi une fois. Je lui ai dit de partir et de ne plus revenir. L'avez-vous menacé ? Je lui ai dit que j'appellerais la police s'il revenait. Avez-vous vandalisé sa voiture ? Non. Avez-vous fait des appels téléphoniques malveillants à son appartement ? Non. L'inspecteur Miller prit des notes dans un petit carnet. Monsieur Blake semble penser que vous avez engagé quelqu'un pour le harceler et endommager sa propriété. Inspecteur, Martin Blake fait face à des accusations de fraude et à une possible peine de prison. Il est désespéré de blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes. C'est peut-être vrai, mais je dois quand même enquêter sur ces allégations. Je comprends, mais je n'ai pas fait ce qu'il prétend. Après le départ de l'inspecteur Miller, j'ai appelé mon avocat. Ils ne peuvent rien prouver, dit-il après que je lui ai expliqué la situation. Même si Blake dit la vérité, ce qui n'est probablement pas le cas. Il n'y a aucune preuve vous reliant à un quelconque mauvais traitement. Et s'il trouve le détective privé que j'ai engagé ? Engager un détective privé n'est pas illégal. Suivre quelqu'un n'est pas illégal tant que vous ne le menacez pas ou ne violez pas une propriété. Qu'en est-il des rayures de clés sur sa voiture ? Quelqu'un vous a-t-il vu le faire ? Non. Alors c'est sa parole contre la vôtre et sa crédibilité est ruinée. Je me sentais mieux après avoir parlé à mon avocat, mais j'étais toujours inquiet. La dernière chose dont j'avais besoin était des accusations criminelles en plus de tout le reste. Ce week-end-là, Emma et moi travaillions dans le jardin. Elle arrachait les mauvaises herbes dans le cadre de ses travaux d'intérêt général, et je réparais un poteau de clôture cassé lorsqu'une voiture s'est garée dans l'allée. Sarah en sortit. « Jacques, nous devons parler. »
Emma leva la tête du parterre de fleurs. Maman, tu n'es pas censée être ici. C'est important. Je posai mon marteau et marchai vers Sarah. Elle avait meilleure mine que la dernière fois que je l'avais vue. Plus propre, plus reposée. Où es-tu resté, demandai-je. Chez ma sœur à Milwaukee. Qu'est-ce que tu veux? Martin m'a appelé de prison. Alors il te blâme pour tout ce qui lui est arrivé. Il dit que tu as ruiné sa vie par jalousie. Sa vie était déjà ruinée. J'ai juste aidé les choses. Jacques, il parle de porter plainte contre toi. Laisse-le parler. Je suis sérieuse. Il dit qu'il a des preuves que tu as vandalisé sa voiture et que tu l'as maltraité. Quel genre de preuves? Sarah jeta un coup d'œil à Emma, qui faisait semblant de ne pas écouter. Pouvons-nous parler en privé? Je suivis Sarah jusqu'au porche, hors de portée d'oreille d'Emma. Martin dit qu'il a des images de caméras de sécurité de son immeuble, dit Sarah doucement. J'ai eu le sang glacé. Je n'avais pas pensé aux caméras de sécurité. Des images de quoi? De toi rayant sa voiture? J'essayais de garder une expression neutre. C'est impossible. Est-ce que ça l'est? Sarah, pourquoi me dis-tu ça? Je pensais que tu me détestais. Elle baissa les yeux sur ses mains. Je ne te déteste pas, Jacques. Je ne t'ai jamais détesté. Tu as une drôle de façon de le montrer. J'étais en colère. J'étais blessé. J'avais l'impression que tu avais renoncé à notre mariage il y a des années. Alors, tu as décidé de coucher avec Martin Blake et d'entraîner notre fille là-dedans. J'ai pris des décisions terribles. Je le sais maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le fait qu'il t'ait abandonné quand les choses sont devenues difficiles. Le visage de Sarah rougit. En partie, mais surtout, c'est de voir ce que toute cette situation a fait à Emma. Je regardais Emma, qui arrachait toujours les mauvaises herbes, mais s'efforçait visiblement d'entendre notre conversation. Elle a traversé l'enfer, continua Sarah. Elle a perdu ses amis, dormi dans des voitures, travaillé dans une épicerie pour le salaire minimum. Et c'est ma faute. C'est aussi sa faute. Elle a 18 ans, Jacques. Elle était en colère et stupide et a pris une mauvaise décision, mais elle le paie maintenant. Bien. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Sarah s'approcha de moi. Jacques, Martin est vindictif. S'il a des preuves que tu as vandalisé sa propriété, il les utilisera. Pas parce qu'il se soucie de la justice, mais parce qu'il veut te faire du mal. Pourquoi te soucier si cela me fait du mal? Parce que malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas te voir aller en prison. Nous restâmes là en silence quelques minutes à regarder Emma travailler dans le parterre de fleurs. Elle avait perdu du poids et avait des cernes sous les yeux, mais elle travailla. Il dure, essayant de regagner mes bonnes grâces. Que veux-tu que je fasse? Demandai-je à Sarah. Je veux que tu sois prudent. Martin est dangereux quand il est acculé. Me préviens-tu par préoccupation ou parce que tu te sens coupable? Les deux. Sarah partit quelques minutes plus tard et Emma vint vers moi. Qu'est-ce que maman voulait? Probablement créer des problèmes. Papa, as-tu vraiment des ennuis avec la police? Je regardais ma fille, cette fille qui m'avait trahi et brisé le cœur, mais qui était encore, d'une certaine manière, ma petite fille. Peut-être, dis-je. Que puis-je faire pour aider? Rien. C'est mon désordre à nettoyer. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, je réalisais qu'Emma pourrait être la clé pour me sortir de cette situation. Le lendemain matin, j'ai appelé l'inspecteur Miller. Inspecteur, j'ai réfléchi à notre conversation, et je me suis souvenu de quelque chose qui pourrait être pertinent pour votre enquête. Qu'est-ce que c'est? Ma fille pourrait avoir des informations sur Martin Blake qui pourraient être utiles. Quel genre d'informations? Je pense que vous devriez lui parler vous-même. Cet après-midi-là, l'inspecteur Miller est venu à la maison. Emma s'est assise dans le salon, nerveuse mais déterminée, pendant que je faisais du café dans la cuisine. Mademoiselle Anderson, dit l'inspecteur Miller, votre père a suggéré que vous pourriez avoir des informations sur Martin Blake. Oui, monsieur. Que pouvez-vous me dire? Emma prit une profonde inspiration. Martin Blake est un chasseur. Il cible les familles où les parents ont des problèmes et il manipule les mères et les filles pour qu'elles couchent avec lui. C'est une grave accusation. C'est vrai. Il s'en est vanté. Il m'a parlé, à moi et à ma mère,
d'autres familles à qui il avait fait la même chose. L'inspecteur Miller prit des notes. A-t-il mentionné des noms? Une femme nommée Jennifer à Springfield et quelqu'un appelé Lisa à Millfield. A-t-il déjà mentionné avoir commis des crimes? Emma hésita, me jetant un coup d'œil à travers l'embrasure de la cuisine. Mademoiselle Anderson, c'est important. Il m'a montré de fausses notes de frais de son entreprise. Il disait qu'il utilisait les cartes de crédit de l'entreprise pour payer ses dettes de jeu, mais qu'il était assez intelligent pour ne pas se faire prendre. Il a admis avoir fraudé son employeur plus d'une fois. Il trouvait ça drôle. L'inspecteur Miller termina ses notes et ferma son carnet. Merci, mademoiselle Anderson. Cela a été très utile. Après son départ, Emma est venue dans la cuisine. J'ai bien fait? Tu as très bien fait. Était-ce tout vrai? Je regardais ma fille, cette jeune femme qui avait appris de dures leçons sur la confiance, la trahison et les conséquences. Chaque mot dit je. 2 semaines plus tard, l'inspecteur Miller m'a appelé pour me dire que les accusations de mauvais traitement contre moi avaient été abandonnées. La crédibilité de Blake est ruinée, dit-il. Entre les accusations de fraude et le témoignage de votre fille sur son comportement habituel, le procureur ne pense pas qu'il soit un témoin fiable. Et les images de caméras de sécurité? Il s'avère que les caméras de son immeuble ne fonctionnent plus depuis 6 mois. Il bluffait. J'ai raccroché le téléphone et j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Martin Blake allait en prison. Sarah était sortie de ma vie. Et Emma regagnait lentement mes bonnes grâces. Ce n'était pas la fin que j'aurais choisie, mais c'était une fin avec laquelle je pouvais vivre. 6 mois plus tard, Emma a commencé l'université avec une bourse d'études qu'elle avait obtenue en améliorant ses notes au cours de son dernier semestre de lycée. Elle étudiait la psychologie, disait-elle, parce qu'elle voulait comprendre comment fonctionnaient des gens comme Martin Blake. Sarah et moi avons finalisé notre divorce. Elle a déménagé à Milwaukee pour vivre avec sa sœur, et nous avons convenu qu'elle pourrait avoir des visites supervisées avec Emma pendant les vacances scolaires. Martin Blake a été reconnu coupable de fraude et de harcèlement, et condamné à 3 ans de prison. J'ai continué à gérer mon entreprise de logistique, à travailler sur ma moto, à vivre dans ma maison vide à Millbrook Estate. Et parfois tard la nuit, je m'asseyais dans mon garage et pensais à la vitesse à laquelle une vie peut s'effondrer et à la lenteur avec laquelle elle peut se reconstruire. Mais surtout, j'essayais de ne pas y penser du tout.